Bonaire est réputé pour la qualité de ses fonds marins, la préservation de ses récifs, la transparence de l'eau et sa température qui est invariablement de 28 degrés. Mais ce qui différencie Bonaire des autres destinations, c'est la plongée sans prise de tête, sans horaire, en partant directement du bord. Plus de 50 sites sont directement accessibles du bord. Ce n'est pas pour rien que Scuba Diving Magazine Readers a élu Bonaire The Best Shore Diving in the World. Le récif corallien que je vous propose de découvrir se situe le long de la côte ouest, à quelques dizaines de mètres du bord. Au sud, les accès sont les plus faciles. Au nord, c'est un peu plus délicat. Passé de Dawson Step, il faut faire le tour de l'île par Carpenta et Ricone pour entrer à Crowdendale. Mais avant tout, plantons le décor. Bonaire est située dans la mer des Caraïbes, à une centaine de kilomètres du Venezuela. Elle fait partie des îles sous le vent. Elle a été découverte en 1499 par Alonso de Ojeda. Son nom actuel vient de Bona, qui signifie les basses terres en langue arawak. La colonisation espagnole sévit jusqu'en 1634 et se solda par le génocide de la population indienne. On retrouve des traces picturales de la civilisation arawak dans les grottes de la côte est. En 1636, Bonaire devient néerlandaise et en 1639, la West Indies Company importe des esclaves africains pour travailler dans les salines. Mains et pieds rongés par le sel, ils survivaient dans des conditions effroyables, inhumaines, indignes, dans des maisons où ils ne pouvaient même pas se tenir debout. Le fort Orange date de cette époque. Au XXe siècle, le fort a servi entre autres de prison, de commissariat de police, de caserne de pompiers et d'exposition d'objets historiques. La construction des Landhuizen, littéralement maison du pays, date du XIXe siècle. En fait, ce sont des fermes avec leurs dépendances. De nos jours, elles sont pour la plupart en ruine. Les phares et obélisques, qui servaient à guider les navires, datent de la même époque. Malgré une érosion de 60 millions d'années, le lointain passé volcanique de Bonaire est toujours visible dans le nord et l'est de l'île. C'est particulièrement frappant dans le Washington Slack Bay National Park. À l'époque coloniale, il y avait des plantations dans le nord de l'île. À sa mort, le dernier propriétaire, Jules César Herrera, a légué ses terres au gouvernement, avec une clause restrictive rendant obligatoire la création d'une réserve naturelle. Le parc sera entièrement constitué par l'ajout de nouvelles terres en 1979 et prendra le nom de Washington Slack Bay National Park. Les chemins et points d'intérêt sont bien indiqués dans le parc, mais il faut un 4x4 ou un pick-up pour les suivre. En cas de pluie, ils deviennent vite impraticables. Le nord de l'île est la partie la plus accidentée et la flore y est dense. Elle est composée de cactus, d'épineux et d'arbustes. Il y a aussi de nombreux marais salants, notamment la Goutoumais.
Le long de la Goutomère se trouve le terminal pétrolier. Les navires peuvent accoster directement en eau profonde. Bopec n'est pas une raffinerie. Il ne stocke que du pétrole brut en provenance du Venezuela. Une des cuves a été incendiée en 2010, ce qui eut un impact négatif sur la population de flamants roses. Au sud, salines et mangroves sont le domaine des flamants roses. Plus sec que la partie nord de l'île, la flore y est moins dense et est composée de cactus. Les salines sont exploitées par la société Cargill. En dehors du tourisme, c'est la principale industrie de l'île. Le récif présente 3 zones. Une terrasse sableuse entre 0 et 5 mètres, la tête de récif entre 5 et 15 mètres, et le tombant qui peut descendre au-delà de 60 mètres de profondeur. Le tombant est principalement constitué de corail-feuilles. La disposition des feuilles de corail fait penser à des marches d'escalier. On y rencontre de nombreuses espèces d'éponges. Le récif de Bonaire possède quelques 60 espèces de coraux et des dizaines d'espèces d'éponges. La plupart ne sont précisément identifiables qu'en laboratoire. L'éponge tubulaire violette est certainement la plus représentative du récif. On la rencontre de la tête du récif jusqu'à 40 mètres de profondeur. Elle peut atteindre près de 2 mètres de haut. La tête de récif est la partie où la biodiversité est la plus importante. Cette abondance est due à une luminosité importante qui favorise la photosynthèse. Celle-ci permet la prolifération des algues qui vivent en symbiose avec le corail. Le récif est une source nourricière pour de nombreuses espèces. Les poissons perroquets broutent le corail pour en extraire les nutriments. Puis, ils rejettent le calcaire sous forme de sable. D'autres chassent pour subvenir à leurs besoins. La raie se nourrit de crustacés et poissons qu'elle trouve enfouis dans le sable des terrasses. Sa longue queue, munie de dards, lui sert uniquement de moyen de défense. La murène verte est un chasseur redoutable qui se sert principalement de son odorat pour dénicher ses victimes. Le barracuda est un chasseur de nuit. La journée, il se tient plutôt immobile au-dessus du récif. Les jeunes individus forment des bancs, puis deviennent solitaires en vieillissant. Le récif permet de se dissimuler au regard des prédateurs, dans les trous et les zones d'ombre pour certains, au sein des coraux mous pour d'autres. Pour échapper aux prédateurs, les poissons chirurgiens adoptent une stratégie de groupe. Ils mettent bien en évidence leurs nageoires pectorales tranchantes comme des scalpels. La plupart des sites suivent le schéma classique du riff simple ou double, même si le départ se fait à partir d'une plage. Il y a néanmoins 2 exceptions majeures, le Salt Pier et l'île Mahouka. La plongée au Salt Pier est la plus belle plongée de Bonaire Sud. Elle est complètement atypique par rapport aux autres sites. La plongée se fait en tournant autour des piliers qui soutiennent des bandes transporteuses. Celles-ci permettent le chargement en selle des cargos vraquiers. La mise à l'eau
se fait donc sur une partie du site industriel de Cargill, qui est très tolérante vis-à-vis des plongeurs. Bien entendu, il ne faut pas plonger sur ce site lorsqu'un cargo est en chargement ou en approche. Les piliers sont garnis d'éponges et de coraux, mais le plus impressionnant, ce sont les bancs de poissons qui viennent chercher une protection dans l'ombre du transporteur à bande. Protection contre les prédateurs de grande taille qui ne s'aventurent pas entre les piliers. Par contre, les piliers n'offrent aucune protection contre des barracudas qui rôdent en permanence au-dessus de la tête de récif. L'Inma Hooker était un cargo colombien de 72 mètres de long avec une jauge de 1027 tonnes. Il a été conçu aux Pays-Bas en 1951 sous le nom de Midland. Par la suite, il fut successivement renommé Mistral, William Express, Anna, Doric Express et enfin Inma Hooker. En 1984, il connaît des avaries de gouvernail et est remorqué jusqu'au port de Kranendijk. Soupçonné par les autorités de transporter de la drogue, le bateau sera fouillé par les agents de douane. La surprise sera de taille. Ils vont y découvrir de quoi faire planer toute la population de l'île. Plus de 12 tonnes de marijuana seront saisies et détruites. Après plusieurs mois, les autorités étant incapables de retrouver le propriétaire, il fut décidé de le remorquer vers le sud de l'île. Le 12 septembre 1984, 5 jours après son remorquage, il va prendre de la gîte, basculer et rejoindre sa dernière demeure sur le plateau sableux qui sépare le double riff. C'est le site le plus fréquenté de Bonaire. Pour être seul sur l'épave, il faut se lever de bon matin. Après l'effort, le réconfort. Fatigué d'avoir escaladé les Merjudhausen Steps ou de Karpata, on peut aller se restaurer chez Rose, à Rincon. Au Rose Inn, pas de chichi, pas de clinquant, pas de menu. Mais une vraie cuisine locale, authentique en toute convivialité. Le ragoût de chèvre, riz et haricots est un délice. Rincon est le plus vieux village de l'île. Il date de l'époque espagnole. Durant la période esclavagiste, c'était un village dortoir pour femmes et enfants qui travaillaient dans les plantations. Kranendijk, c'est nettement moins calme lorsque les bateaux de croisière sont présents. Le centre-ville est transformé en soupe. Heureusement qu'il reste des endroits plus paisibles, tels que le Mona Lisa et le Karel Beach Bar, qui sont les lieux et rendez-vous incontournables des locaux, des plongeurs et des navigateurs. Et si la nostalgie vous prend, il faut aller boire une duvel ou une trappiste à la crêperie franco-belge. La plongée n'est pas la seule activité sportive qu'offre Bonaire, même si c'est la principale. Il est possible d'y faire de la plonge à voile, des randonnées en quad ou en vélo, avec des rencontres aussi surprenantes qu'inattendues. Tout est fait pour les quelques 35 000 plongeurs qui visitent l'île annuellement. Repérage des sites et centres de gonflage modernes,
offrant souvent le nitrox au prix de lait. Le récif de Bonaire est un des mieux conservés des Caraïbes. Bonaire est en dehors de la route des ouragans et a mené depuis les années 70 une politique volontariste de protection. En interdisant la chasse sous-marine, la pêche industrielle, toute la côte est érigée en parc marin depuis 1979 et des réserves marines ont été créées où toutes les incursions sont interdites. Pour éviter les déprédations dues aux ancres, la fondation Stinapa a mis en place une centaine d'ancrages fixes. C'est à ce prix que les Bonairiens protègent leur récif. Cette impulsion écologique est l'œuvre de plusieurs personnes, telles que le capitaine Don Stewart, qui initia la plongée récréative dès 1962, ainsi que les biologistes Cally de Meyer et Tom Van Hooft. Andrew Bruckner, biologiste spécialisé dans les coraux, estime que 60% des coraux vivants dans les Caraïbes ont disparu ces 30 dernières années. Mais ce chiffre se réduit à 30% pour Bonaire. Le biologiste marin Alan Friedlander pense que les conditions spécifiques du récif de Bonaire ont permis une meilleure conservation de celui-ci, notamment en remplaçant l'industrie de la pêche par une industrie touristique axée sur la plongée.